Le vent des Pyrénées, vif et pur, caressait les murailles séculaires du château de Pampelune, portant avec lui le parfum âpre du pain et la promesse d'une destinée hors du commun. En ce jour de 1331, dans l'intimité lambrissée d'une chambre royale, une nouvelle vie venait de s'éveiller. Blanche de Navarre, fille de Philippe III, comte d'Évreux et roi consort de Navarre, et de Jeanne II, reine de Navarre par son propre droit, poussa son premier cri, un filet sonore qui déchira le silence recueilli, annonçant l'arrivée d'une princesse dans un monde en perpétuel mouvement. Ses parents, figures de proue d'un royaume stratégiquement niché entre les puissances grandissantes de la France et de l'Aragon, veillaient sur ce berceau avec une tendresse mêlée d'une conscience aiguë des enjeux dynastiques. Philippe, un homme de foi et de guerre, avait su manœuvrer avec habileté pour sécuriser le trône de Navarre, tandis que Jeanne, héritière directe du royaume, portait en elle la légitimité et la force tranquille de sa lignée. Blanche grandit sous le double patronage de l'épée et du sceptre, son enfance se déroulant dans l'ombre majestueuse des tours de Pampelune, entre les leçons de piété dispensées par des précepteurs austères et les contes chevaleresques murmurés par les bardes de la cour. La cour de Navarre était un creuset de culture, un carrefour où les langues romanes se mêlaient aux chants basques, où les influences françaises se heurtaient aux traditions ibériques. C'est là que Blanche apprit les rudiments de la diplomatie, l'art subtil de la conversation, l'importance des alliances scellées non par l'amour, mais par le sang et le parchemin. Dès son plus jeune âge, elle comprit que son corps, son cœur, sa vie même, n'étaient pas entièrement les siens. Ils appartenaient à la couronne, au royaume, à la nécessité de perpétuer une lignée, d'assurer une paix fragile ou de forger une nouvelle puissance. Les journées de la jeune princesse s'écoulaient dans l'apprentissage rigoureux de toutes les vertus et compétences attendues d'une future reine. Elle maîtrisait le latin et le français, langue de la cour et de la haute culture, mais aussi les subtilités de la broderie, l'élégance de la danse, la grâce de la harpe. Elle chevauchait avec une assurance étonnante pour son âge, ses cheveux d'or flottant au vent des collines navarraises, son regard bleu clair déjà teinté d'une intelligence vive et d'une curiosité insatiable. Elle lisait les heures dans sa petite chapelle privée, l'odeur de l'encens et la lumière filtrée par les vitraux colorés imprégnant son âme d'une profonde piété, mais elle dévorait aussi les chroniques anciennes, les récits des saints et des rois, s'imprégnant de l'histoire et des devoirs qui l'attendaient. Son innocence princière n'était pas aveugle. Elle percevait, au-delà des fêtes et des tournois, l'ombre des intrigues, le poids des décisions qui pesaient sur ses parents, les murmures des messagers porteurs de nouvelles de France, d'Aragon, de Castille. Elle observait les jeux de pouvoir, le ballet incessant des ambassadeurs, les mariages arrangés de ses cousines, et une conscience précoce de ses propres responsabilités dynastiques s'épanouissait en elle. Elle savait qu'un jour, une proposition viendrait, inévitable et irréfutable, qui la lierait à un destin qu'elle n'aurait pas choisi, mais qu'elle se devrait d'embrasser avec toute la dignité de son rang. Cette attente, mêlée d'une légère appréhension et d'une excitation contenue, formait la trame silencieuse de son adolescence, une toile de fond à la fois splendide et implacable. Le monde médiéval, avec ses codes rigides et ses flamboyances chevaleresques, l'attendait. 17 années s'écoulèrent, portées par les courants imprévisibles de l'histoire. En 1348, le destin frappa à la porte du royaume de Navarre, non pas avec le fracas des armes, mais avec le faste des émissaires royaux. La nouvelle tomba comme un couperet doré. Le roi de France, Philippe VI de Valois, veuf depuis peu de Jeanne de Bourgogne, cherchait une nouvelle épouse. Son choix s'était porté sur Blanche de Navarre. La proposition était à la fois un honneur insigne et un défi colossal. Philippe VI, premier monarque de la dynastie des Valois, était un homme d'âge mûr, de 28 ans son aîné, marqué par les épreuves de la guerre de 100 ans et les premières ombres de la peste noire qui commençaient à s'étendre sur l'Europe. Pour Blanche, c'était l'entrée dans une nouvelle dimension, un saut vertigineux du relatif calme navarrais à l'épicentre des tourmentes européennes. Les négociations furent intenses, menées avec la minutie et la froideur des architectes d'alliance. Chaque clause, chaque dot, chaque droit était pesé, discuté, inscrit sur des parchemins au sceau lourd de cire rouge. Blanche, bien que l'objet de ces tractations, demeurait une figure silencieuse, son rôle se limitant à incarner la promesse d'une union. Elle écoutait les discussions de loin, le son grave des voix masculines dans les galeries du palais, le froissement des robes de soie de sa mère, les murmures des dames d'honneur. Une vague d'émerveillement et d'appréhension l'envahissait. Reine de France, le titre résonnait en elle comme une mélodie lointaine, à la fois sublime et terrifiante. Le voyage de Navarre à Paris fut une procession grandiose et solennelle, une lente avancée à travers des paysages qui changeaient, des accents qui se modifiaient, des visages qui devenaient de plus en plus étrangers. Escortée d'une suite imposante, Blanche traversa les montagnes, les plaines verdoyantes, les villes fortifiées. Chaque étape était une occasion de montrer la richesse de sa dot, la dignité de sa personne. Les routes étaient poussiéreuses, le soleil parfois ardent, mais elle maintenait une contenance royale, son dos droit sur sa monture, son regard fixe sur l'horizon incertain de son avenir. Le bruit des sabots sur les chemins, le grincement des roues des chariots, le tintement des clochettes des chevaux, tout contribuait à cette marche inexorable vers son destin. L'arrivée à Paris fut un choc sensoriel. La ville, immense et bruyante, s'étalait à perte de vue, ses toits serrés, ses clochers pointant vers le ciel, ses rues grouillantes d'une foule dense et curieuse. L'air était épais de 1000 odeurs, le fumier, le pain chaud, les épices, la Seine. Le château du Louvre, où elle fut reçue, était une forteresse majestueuse, mais aussi un palais somptueux, ses salles résonnant de l'écho des siècles de royauté. La cour de France était d'une magnificence écrasante, un tourbillon de couleurs, de brocart d'or et d'argent, de joyaux étincelants, de visages inconnus mais puissants.
La célébration de l'union fut à la hauteur des espérances royales. Le 29 janvier 1348, Blanche, vêtue d'une robe de soie blanche brodée de perles, le voile léger sur ses cheveux d'or, marcha vers l'autel. L'église était emplie de la lumière vacillante des cierges, de l'odeur lourde de l'encens, du chant grégorien qui emplissait la voûte. Philippe VI, son époux, l'attendait. Il était un homme imposant, son visage buriné par les années et les soucis de son royaume. Mais son regard, lorsqu'il se posa sur elle, fut empreint d'une certaine bienveillance. Elle sentit le poids de la couronne sur sa tête, un cercle d'or et de pierres précieuses, mais aussi le poids symbolique d'une nation entière. Elle était désormais reine de France, un titre qui, à 17 ans, la portait bien au-delà de ses propres rêves ou craintes. Le sens du devoir était immense, l'adaptation à ce nouvel environnement, à cet époux vieillissant, serait un défi quotidien. Le conte de fées s'était teinté d'un réalisme brutal, où la grandeur côtoyait la solitude. Le règne de Blanche en tant que reine de France fut d'une brièveté déchirante, une année à peine, comme un souffle éphémère sur les vents de l'histoire. 1349 fut une année de basculement, marquée par une succession de fléaux qui mirent le royaume à genoux. La guerre de 100 ans, déjà en cours, continuait de saigner la France, drainant ses ressources et son peuple. Les nouvelles des champs de bataille, des villes assiégées, des armées anglaises ravageant les campagnes, parvenaient jusqu'à la cour, jetant une ombre constante sur les quelques moments de faste. Mais c'est une menace plus insidieuse, plus terrifiante encore, qui vint frapper à la porte du royaume, la peste noire. Au début, ce n'était qu'un murmure lointain, une rumeur venue d'Orient, puis d'Italie, traversant les Alpes et les mers. Bientôt, le murmure devint un hurlement, une vague de mort qui balaya l'Europe avec une férocité inouïe. La cour, d'abord sceptique, puis paniquée, commença à ressentir les premiers frissons de la peur. Les médecins étaient impuissants, les prières semblaient vaines. L'odeur douceâtre de la maladie, le son incessant des cloches funèbres, le cortège des charrettes transportant les morts, tout cela devint le quotidien macabre de la France. Philippe VI, déjà affaibli par l'âge et les soucis du royaume, fut touché de plein fouet par ces calamités. Son visage, déjà buriné, se creusa davantage. La splendeur de la cour, qu'il avait tant aimée et cultivée, fut assombrie par la maladie, la guerre et un deuil omniprésent. Les fêtes furent annulées, les rires se firent rares. Blanche, jeune reine, fut confrontée à une réalité d'une brutalité inimaginable. Elle avait épousé un roi et se retrouvait au cœur d'un royaume en pleine déliquescence, sa jeunesse et sa beauté contrastant douloureusement avec l'atmosphère de fin du monde. Elle assistait, impuissante, à la déchéance de son époux, à la panique de la cour, à la terreur qui s'emparait du peuple. La fin survint au château de Nogent-le-Roi. Philippe VI, épuisé, brisé par les épreuves, rendit son dernier soupir le 22 août 1349. La mort du roi fut un choc pour Blanche, non seulement en raison de la perte de son époux, mais aussi parce qu'elle la laissait, à 18 ans à peine, veuve et reine sans roi, dans un pays dévasté. Le silence qui suivit le dernier souffle du souverain fut assourdissant, lourd de toutes les peurs et de toutes les incertitudes de l'heure. Les draps noirs furent tendus, les courtisans se drapèrent de deuil, mais sous l'apparat régnait une atmosphère de précarité et de chaos. Blanche se retrouva seule, confrontée au choc du veuvage précoce. Elle avait été reine pendant moins d'un an, à peine le temps de prendre ses marques, de comprendre les rouages complexes de la cour de France. La vulnérabilité était immense, la solitude pesante. Elle avait quitté sa Navarre natale pour épouser un roi, et ce roi était parti, la laissant suspendue entre deux mondes. Pourtant, au milieu de sa propre tristesse et de l'incertitude générale, elle afficha une dignité royale. Son éducation navarraise, sa piété profonde, lui conféraient une force intérieure inattendue. Elle était veuve, mais elle était aussi reine douairière, et elle se devait de porter ce titre avec la même grâce que la couronne qu'elle avait portée si brièvement. L'année 1350 s'ouvrit sur un paysage de désolation, mais aussi sur une nouvelle donne politique. Philippe VI était mort, et son fils, Jean II le Bon, était monté sur le trône. Blanche, jeune veuve d'à peine 19 ans, devenait un enjeu majeur sur l'échiquier européen. Sa beauté, sa jeunesse, son sang royal et la richesse de sa dot la désignaient comme une épouse de choix pour n'importe quel souverain ou grand seigneur. Les pressions pour un remariage ne tardèrent pas à se manifester, intenses, incessantes, venues de toutes parts. Jean II le Bon, son beau-fils, fut le premier à tenter de la persuader. Il voyait en elle non seulement une femme de grande valeur, mais aussi un atout politique inestimable pour consolider des alliances ou renforcer le prestige de la couronne. Il lui proposa des partis de haut rang, des princes influents, des figures capables d'apporter stabilité ou puissance à la France. Louis II de Flandre, comte puissant et ambitieux, fut l'un des premiers prétendants à faire sa cour, ses émissaires vantant ses domaines riches et sa position stratégique. Pierre Ier de Castille, dit le Cruel, souverain au tempérament impétueux mais au royaume vaste et puissant, fut également sur les rangs, sa proposition ouvrant des perspectives diplomatiques considérables. Les ambassadeurs défilaient dans les salons où Blanche recevait, drapée de noir, son visage pâle encadré par le voile de deuil. Il parlait d'honneur, de devoir, de la nécessité pour une femme de son rang de ne pas rester seule, de l'importance de donner des héritiers, de la grandeur de la France et de l'Europe qui l'attendait. Chaque argument était pesé, chaque proposition déclinée avec une politesse ferme, mais inflexible. Car Blanche, à la surprise générale, refusa catégoriquement toutes les propositions. Son « non » résonna dans les cours européennes, un acte de défi inattendu pour une femme de son époque. Elle affirma, avec une détermination farouche, sa volonté de ne jamais se remarier.
Le motif? La piété, disait-elle, la dévotion à la mémoire de son défunt époux, le désir de consacrer sa vie à Dieu et à son salut. Mais au-delà des mots pieux, il y avait un désir ardent d'indépendance, un sentiment de liberté retrouvé après la brève et tumultueuse expérience de son mariage royal. Elle avait goûté au poids des responsabilités, à la solitude du pouvoir, et elle ne souhaitait plus être une simple monnaie d'échange sur l'échiquier politique. Cette décision, si singulière pour une reine veuve, provoqua un mélange de respect forcé et de consternation. Comment une femme pouvait-elle refuser de se plier aux nécessités dynastiques? Certains y virent une excentricité, d'autres une sainteté précoce. Les chroniqueurs de l'époque, comme Jean Froissart, ne manquèrent pas de noter cette particularité. Son refus eut des répercussions diplomatiques, notamment avec la Castille, dont le roi Pierre le Cruel ne manqua pas d'exprimer son irritation. Mais Blanche tint bon, inébranlable dans sa conviction profonde. Elle avait fait son choix, et ce choix la définissait désormais. Elle ne serait plus une reine consort, mais une reine douairière, libre de ses mouvements et de son destin. Ce fut le début d'une singularité qui allait la marquer pour le reste de sa vie. En 1352, Blanche de Navarre avait solidement établi sa position. Son refus persistant et catégorique de se remarier avait, certes, dérouté la cour et les puissances étrangères, mais il avait aussi, paradoxalement, renforcé son autorité morale. Elle n'était plus la jeune épouse timide et étrangère, mais une femme de caractère, dont la volonté était désormais connue et respectée. Le nouveau roi, Jean II le Bon, bien que déçu de ne pouvoir l'utiliser comme atout matrimonial, ne put que s'incliner devant sa résolution. Pour assurer son indépendance financière et résidentielle, Blanche négocia habilement la gestion de ses douaires. Elle reçut des châteaux et des revenus substantiels, notamment le domaine de Naufle-Saint-Martin, en Normandie, et le bois de Vincennes, aux portes de Paris. Ces possessions lui offraient non seulement un train de vie digne de son rang, mais surtout une autonomie précieuse. Naufle-Saint-Martin, avec son château fortifié et ses terres fertiles, devint son refuge principal, un lieu où elle pouvait se retirer des tumultes de la cour et vivre selon ses propres préceptes. Le bois de Vincennes, à proximité de la capitale, lui permettait de maintenir un lien discret avec la vie royale, sans en subir les contraintes quotidiennes. Elle s'installa dans ses nouvelles résidences avec une détermination tranquille. Sa vie, désormais, était structurée autour de la piété et de la gestion de ses domaines. Elle s'entoura d'un cercle restreint de dames d'honneur et de serviteurs fidèles, choisissant avec soin ceux qui partageaient son goût pour la discrétion et la sérénité. Loin des intrigues et des fastes excessifs de la cour, elle cultiva une réputation de dévotion exemplaire. Ses journées étaient rythmées par les offices religieux, la lecture des livres d'heures enluminés, la prière contemplative. Elle se montrait généreuse envers les pauvres, pieuse envers l'Église, et juste envers ses vassaux. Cette stabilité retrouvée, loin d'être une retraite morose, fut pour Blanche une forme de libération. Elle y trouva une sérénité relative, une paix intérieure qu'elle n'avait jamais vraiment connue au milieu des tourbillons de la cour. Elle s'adonnait à l'introspection, méditant sur les grands principes de la foi et les devoirs de l'âme. Elle découvrait une nouvelle identité, non pas définie par son statut marital, mais par son propre choix de vie. Elle était la reine Blanche, veuve de France, mais surtout, une femme maîtresse de son destin, dans la mesure où cela était possible pour une femme de son rang à cette époque. Son éloignement volontaire de la scène publique ne la rendait pas invisible. Au contraire, sa piété ostentatoire et son refus de se remarier la distinguaient, la transformant en une figure presque légendaire de son vivant. Les murmures de la cour, s'ils ne pouvaient plus l'atteindre directement, commençaient à tisser autour d'elle une aura de mystère. Une femme qui disait non à de si grands partis, qui choisissait la solitude et la dévotion, ne pouvait qu'intriguer. Son choix, si peu conventionnel, la plaçait hors des catégories habituelles et ouvrait la porte à toutes les spéculations. C'était le début d'une vie en marge des projecteurs, une existence choisie qui, sans le savoir, allait devenir le terreau fertile d'une légende extraordinaire. Blanche avait trouvé son chemin, un chemin de dignité et d'autonomie, qui allait, paradoxalement, la rendre immortelle dans l'imaginaire collectif, bien au-delà des faits avérés. Elle avait commencé à écrire sa propre histoire, non pas avec l'encre des chroniqueurs, mais avec la force silencieuse de ses décisions. Les années s'étiraient, douces et régulières, à Naufle-Saint-Martin. Les hivers y étaient rudes, la neige recouvrant les toits d'ardoise et les champs endormis d'un manteau immaculé, tandis que les étés déroulaient leurs longues journées baignées de lumière, où les herbes hautes bruissaient sous le vent tiède. Depuis 1352, Blanche avait trouvé dans ce domaine normand le havre de paix qu'elle avait tant désiré, loin des clameurs incessantes de la cour, des murmures insidieux et des regards scrutateurs. Le château, moins imposant que les forteresses royales, mais robuste et confortable, était devenu le centre de son univers. Ses murs de pierre grise, témoins silencieux de tant de destins, semblaient l'envelopper d'une protection bienveillante. Elle gérait ses domaines avec une efficacité qui étonnait parfois ses intendants les plus expérimentés. Chaque charte était lue, chaque compte examiné, chaque décision concernant les récoltes, les baux, les travaux à entreprendre, était mûrement réfléchie. Ses mains, qui avaient un jour porté la couronne de France, tenaient désormais les rênes de son petit royaume personnel avec une assurance tranquille. Elle aimait sentir le grain glisser entre ses doigts, écouter le crissement des parchemins, le bruit des marteaux des artisans réparant une toiture ou forgeant une pièce. Cette immersion dans le concret, cette responsabilité palpable, lui apportait un contentement profond, un sens de l'accomplissement qui supplantait les vaines gloires passées. Son cercle de fidèles était restreint, choisi avec soin. Des dames d'honneur d'âge mûr, discrètes et pieuses, qui partageaient son goût pour la solitude et la contemplation.
Des écuyers loyaux, des serviteurs dévoués, dont la fidélité n'était pas achetée par l'éclat d'une cour, mais par la droiture et la générosité de leur maîtresse. L'abbé de l'église voisine était son confesseur et son conseiller spirituel, un homme sage dont les sermons résonnaient dans la petite chapelle du château, emplie de l'odeur douce de la cire et de l'encens. La routine studieuse de ses journées, rythmée par les offices et les tâches administratives, contrastait de manière frappante avec l'agitation perpétuelle du royaume de France, déchiré par la guerre et les épidémies. Pourtant, ce calme apparent, cette paix fragile qu'elle avait forgée, n'était pas un voile d'invisibilité. Son éloignement de la cour, loin de l'effacer des mémoires, ne faisait qu'amplifier le mystère qui l'entourait. Une reine de France qui refusait de se remarier, qui choisissait la vie retirée d'une veuve pieuse, était une énigme dans un monde où les femmes de haut rang étaient avant tout des instruments de pouvoir. Les rumeurs, comme des herbes folles, ne tardèrent pas à prendre racine. Elles se glissaient dans les conversations des marchands de passage, s'infiltraient dans les chaumières des paysans, s'élevaient parfois jusqu'aux oreilles des pèlerins en route pour les sanctuaires. On disait que la reine Blanche était une sainte, une femme d'une pureté rare. D'autres, plus cyniques, chuchotaient qu'un secret indicible devait la retenir, une promesse faite dans l'ombre, un vœu plus puissant que toutes les couronnes. Blanche, elle, trouvait dans cette solitude choisie une forme de mélancolie sous-jacente, une douceur amère. Elle avait fait le deuil de la vie qu'elle aurait pu avoir, des enfants qu'elle n'aurait jamais portés, des joies et des peines d'une famille propre. Mais elle avait aussi embrassé pleinement la liberté que ce renoncement lui offrait. Elle se sentait maîtresse de son esprit, de son temps, de son âme. Les longues promenades dans le parc du château, où les feuilles mortes craquaient sous ses pas, où les heures passées à contempler les flammes dans l'âtre, étaient des moments d'introspection profonde. Elle se remémorait les visages de ses parents, la grandeur éphémère de son mariage, la brutalité du destin. Sa piété n'était pas une fuite, mais un ancrage, une quête de sens dans un monde qui semblait souvent en manquer cruellement. Au fil des ans, les liens avec la famille royale, bien que respectueux, demeuraient distants. Jusqu'à sa mort en 1364, Jean II le Bon, son beau-fils, lui envoya des missives régulières, des marques d'attention protocolaires, mais jamais d'invitation pressante à revenir à la cour. Elle répondait avec une courtoisie irréprochable, s'enquérant de la santé du roi et de la prospérité du royaume, sans jamais se départir de sa réserve. Elle était une figure respectée, une relique vivante d'un règne passé, dont la sagesse était parfois sollicitée pour des questions d'étiquette ou des avis sur les coutumes anciennes. Mais jamais elle ne s'ingéra dans les affaires politiques directes. Elle avait appris que l'indépendance avait un prix, celui de ne pas peser sur les décisions des autres. Puis vint le règne de Charles V le Sage, son petit-fils par alliance, monté sur le trône en 1364. Charles V, homme érudit et stratège, avait un profond respect pour l'intelligence et la piété de Blanche. Il voyait en elle non seulement la veuve de son grand-père, mais une femme d'une force morale remarquable. Leurs échanges, bien que rares, étaient empreints d'une estime mutuelle. Blanche, de son côté, observait avec un intérêt discret les efforts du jeune roi pour restaurer l'ordre et la prospérité dans un royaume dévasté par la guerre et la peste. Elle admirait sa prudence, sa capacité à manœuvrer entre les factions, à reconstruire les institutions. Elle lui offrait parfois des conseils, des réflexions tirées de sa propre expérience, mais toujours avec la plus grande humilité, comme une suggestion plutôt qu'une injonction. L'atmosphère de leur rencontre, souvent au château de Vincennes lors de ses rares passages près de Paris, était celle d'une courtoisie formelle, où le passé et le présent se croisaient sans jamais fusionner. Blanche, drapée dans ses robes sombres, son voile de lin fin encadrant son visage où les années avaient tracé de légères rides, écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle était la mémoire vivante d'une époque révolue, un pont entre deux dynasties, mais elle ne cherchait pas à s'imposer. Son rôle était celui d'une observatrice, d'une conscience lointaine, dont la présence rappelait la dignité et la continuité de la lignée royale. Elle maintenait son indépendance comme un trésor précieux, sachant que la liberté était fragile et devait être protégée de toute ingérence. Les années passèrent, et l'année 1380 apporta de nouveaux bouleversements. Charles V le Sage, après un règne marqué par une remarquable restauration du royaume, s'éteignit prématurément. Son fils, Charles VI, encore enfant, monta sur le trône, plongeant la France dans une période de régence et d'instabilité. Les oncles du jeune roi se disputaient le pouvoir, les factions s'affrontaient, et le royaume, à peine remis des épreuves précédentes, retombait dans une incertitude anxiogène. Blanche, à Neauphle-Saint-Martin, observait ces événements de loin, comme une spectatrice d'un drame lointain. Elle avait connu les fastes et les horreurs de la cour, les jeux de pouvoir et les trahisons. L'agitation qui secouait le jeune Charles VI et ses régents ne la surprenait guère. Elle y voyait la répétition éternelle des mêmes erreurs, des mêmes ambitions humaines. Son cœur de femme et de reine douairière ressentait une certaine compassion pour ce jeune roi propulsé trop tôt sur un trône si lourd de responsabilités. Sa propre vie, elle, continuait son cours tranquille, mais son aura de mystère ne cessait de croître. Sa réputation de piété et de solitude s'intensifiait, la rendant presque légendaire de son vivant. Les paysans des environs la vénéraient comme une sainte, les moines la citaient en exemple de dévotion. Pour beaucoup, elle était la reine Blanche, celle qui avait dit « non » au monde pour se consacrer à Dieu. Son détachement du pouvoir temporel, sa constance dans sa vie retirée, la plaçait hors d'atteinte des critiques et des calomnies. Elle était devenue une icône de vertu, une figure presque mythique, dont la sérénité apparente contrastait si violemment avec la tumultueuse vie royale. Elle était une femme qui observait le monde de loin, avec un mélange de sagesse et de détachement. La sagesse acquise au fil des ans, des épreuves traversées, des deuils portés.
le détachement qu'elle avait cultivé pour se protéger des blessures et des désillusions. Mais cette aura de mystère, cette image d'une femme à part, allait bientôt prendre une tournure inattendue, se nourrissant des angoisses et des fantasmes d'une époque en pleine décomposition. Le fossé entre sa vie réelle et la perception qu'en avait le monde ne cessait de s'élargir, créant un terreau fertile pour les légendes les plus inouïes. 5 années plus tard, en 1385, le royaume de France était en proie à une atmosphère de plus en plus étrange et oppressante. Le jeune Charles VI, désormais majeur, montrait les premiers signes d'une instabilité mentale qui allait bientôt le plonger dans la folie. La cour, jadis centre de l'ordre et de la raison, sombrait dans l'extravagance, les fêtes grandioses et les intrigues sans fin. Les bals masqués succédaient aux tournois, les banquets somptueux aux chasses royales, comme pour masquer l'anxiété croissante qui rongeait les cœurs. Dans ce climat d'incertitude et de décadence, les superstitions fleurissaient. On parlait de sorciers et de charlatans, de mauvais sorts jetés sur le roi, de prophéties funestes. La raison fléchissait devant la peur de l'inconnu, et les esprits s'ouvraient à toutes les histoires fantastiques, à toutes les interprétations ésotériques des événements. La figure de Blanche de Navarre, la reine veuve recluse, devint un sujet fertile pour les murmures et les contes. Sa piété, jadis louée, était désormais teintée d'une nuance d'étrangeté. Son refus de se remarier, si singulier, était interprété à travers le prisme de cette nouvelle anxiété collective. Pourquoi une femme d'une telle beauté, d'un tel lignage, aurait-elle choisi une vie si austère, si solitaire, si ce n'était pour cacher quelque chose ? Dans les antichambres du Louvre, dans les tavernes enfumées de Paris, dans les conversations feutrées des dames d'honneur, son nom revenait sans cesse. On la disait trop belle pour être pure, trop pieuse pour être honnête. Son silence était perçu comme une énigme, son éloignement comme une dissimulation. Elle était la femme qui avait échappé aux conventions, et cette liberté, cette autonomie, était perçue comme une menace, comme une anomalie qu'il fallait expliquer. La cour, jeune et inexpérimentée, mais surtout affolée par les premiers signes de la folie royale, cherchait des boucs émissaires, des explications surnaturelles au malheur du royaume. Blanche, à Naufle, restait indifférente à ces rumeurs. Ou du moins, elle s'efforçait de l'être. Elle avait toujours su que sa vie peu conventionnelle attirerait les spéculations. Elle avait fait un choix radical, et elle en acceptait les conséquences. Elle n'avait pas cherché la gloire, ni la reconnaissance, mais la paix de l'âme. Si le monde extérieur voulait broder des histoires autour de son existence, cela ne la concernait plus. Elle était au-delà des jugements, au-delà des commérages. Elle avait trouvé sa propre vérité, et elle n'avait de compte à rendre qu'à Dieu. Mais au fond d'elle-même, peut-être, une légère amertume subsistait. L'inévitabilité des spéculations était une sorte de rançon pour sa liberté. Elle ne pouvait échapper entièrement à l'imagination collective, même cloîtrée dans son château. L'année 1389 marqua un tournant. Le royaume s'enfonçait plus profondément encore dans le chaos. Les accès de folie de Charles VI devenaient plus fréquents et plus violents, plongeant la cour dans l'effroi et le désarroi. Les princes rivaux se disputaient la régence, le peuple souffrait de la guerre et des impôts, et l'ordre social semblait se désagréger. Dans cette atmosphère d'apocalypse imminente, où le surnaturel et l'irrationnel prenaient le pas sur la raison, les rumeurs concernant Blanche de Navarre atteignirent un nouveau seuil. Son long veuvage, sa piété ostentatoire, son refus obstiné de se remarier, sa vie en marge de la cour, tout cela convergeait pour créer un terrain fertile à une légende extraordinaire, une légende qui dépassait les simples commérages pour se transformer en un véritable mythe. Les esprits étaient mûrs pour croire à l'incroyable, à l'interdit, au scandale caché derrière l'apparente vertu. Les murmures prirent une forme plus précise, plus audacieuse. On ne se contentait plus de chuchoter sur sa solitude ou sa piété. Désormais, on osait évoquer un secret inavouable, une passion clandestine, un amour défendu qui aurait été la véritable raison de son renoncement au monde. Comment une femme si belle, si jeune à l'époque de son veuvage, aurait-elle pu résister à toutes les tentations, à toutes les offres matrimoniales, si un amour plus puissant, plus secret, ne l'alliait pas déjà ? La notion d'un secret caché, d'un amour interdit, commença à prendre forme dans l'imaginaire collectif. Et avec elle, l'idée, plus audacieuse encore, d'un amant dissimulé. Où aurait pu se cacher un tel amour, un homme qui aurait pu retenir une reine de France de se remarier ? La cour de France était un lieu où les secrets étaient rares, où les murs avaient des oreilles. Il fallait un lieu à la fois proche et lointain, visible et invisible, sacré et profane. Un lieu où personne n'oserait chercher, un lieu qui, par sa nature même, défierait toute suspicion. L'atmosphère était celle d'une attente fiévreuse, d'une curiosité morbide. Le passé et le présent se rencontraient dans l'esprit des gens, les angoisses du moment se projetant sur les figures du passé. Blanche, la reine douairière, silencieuse et digne, devint l'objet d'une fascination collective intense. Pour le public, et potentiellement pour certains membres de la cour qui cherchaient des diversions au malheur du royaume, elle incarnait une énigme durable, une promesse de scandale derrière le voile de la piété. L'approche de l'année 1390, avec son cortège de malheurs et de superstitions, allait cristalliser cette légende, lui donnant une résonance particulière, presque prophétique. Le secret, pensait-on, ne pourrait plus rester caché bien longtemps. L'année 1390 ne fut pas une année comme les autres. Elle se drapait, dès ses premiers jours glacés, d'un voile d'encre et d'interrogation. Le royaume de France, ballotté par les vents de la folie royale et les querelles intestines des princes, cherchait des exutoires à son anxiété, des récits pour peupler ses nuits sans sommeil. Et dans ce terreau fertile de peur et de fantasmes, la légende de la Reine Blanche, celle de Navarre, l'éternelle veuve, atteignit son apogée.
Ce n'était plus un simple murmure, une indiscrétion de bonne femme, mais un courant souterrain qui s'était infiltré dans les consciences, une histoire si audacieuse qu'elle en devenait presque palpable. Un amant caché, et pas n'importe où, dans une crypte royale. L'idée seule était une profanation, une dissonance si parfaite qu'elle ne pouvait qu'enflammer les esprits. Dans les couloirs du Louvre, où les tapisseries aux couleurs fanées semblaient absorber les chuchotis, les dames de la cour, l'œil vif et la langue acérée, égrenaient les détails, inventant, brodant, embellissant chaque parcelle de ce récit sulfureux. Elles avaient vu la Reine Blanche, certes, mais de loin, dans l'éclat distant de ses rares apparitions. Sa piété, autrefois source d'admiration, était désormais accent aigu interprété. Pourquoi tant de dévotion ostentatoire, si ce n'était pour masquer une faute plus grande encore? Son refus obstiné de reprendre époux, sa vie recluse à Naufle, tout cela prenait soudain un sens nouveau, pervers, dans le miroir déformant de la rumeur. La fascination collective pour l'interdit était immense. Dans un monde où la moralité était un pilier, où la réputation d'une reine était le reflet de la grandeur de son royaume, l'idée d'une liaison clandestine, d'une passion secrète, était un scandale d'une portée inouïe. Les courtisans, fatigués des intrigues politiques et effrayés par la déchéance de leur jeune roi, trouvaient dans cette histoire un dérivatif, une échappatoire à la morosité ambiante. Ils projetaient sur la figure énigmatique de Blanche leurs propres désirs inavoués, leur peur de la transgression, leurs fantasmes les plus audacieux. Une reine, à la fois sainte et pécheresse. L'image était puissante, irrésistible. La rumeur, telle une brume épaisse, enveloppait la cour et s'étendait au-delà des murs de Paris, portée par les colporteurs, les soldats de retour au pays, les pèlerins. Elle se transformait, s'enrichissait de détails inventés, de scènes imaginaires. Certains affirmaient avoir vu des ombres furtives autour de Naufle les soirs de pleine lune. D'autres juraient que des messagers secrets faisaient la navette entre la reine et un homme mystérieux. L'atmosphère était celle d'une enquête sans preuve, où chaque silence de Blanche, chaque trait de son caractère, était une pièce à conviction dans le grand procès de l'imagination populaire. Le suspense historique était palpable, tissé de non-dits et de suppositions. L'air vibrait d'une attente sourde, comme si, à tout instant, le secret allait éclater au grand jour. Mais si amant il y avait, où pouvait-il bien être caché? La question, lancinante, ramenait inévitablement au « crypte royale ». En cette année 1390, le lieu le plus sacré, le plus inviolable, et par conséquent le plus impensable pour une telle transgression, était la basilique Saint-Denis. Ultime demeure des rois de France, nécropole majestueuse où reposaient les corps sacrés des Capétiens, des Mérovingiens et des Carolingiens, Saint-Denis était le cœur battant de la monarchie, un lieu empreint d'une solennité écrasante. L'idée qu'un être de chair et de sang, un amant clandestin, puisse y être dissimulé, relevait de la pure folie, de l'hérésie. Et pourtant, c'est précisément cette audace qui rendait la rumeur si tenace, si fascinante. L'imagination populaire, exacerbée par les troubles du temps, n'hésitait pas à franchir les limites du sacré. On se représentait les galeries souterraines, les caveaux humides et froids, les sarcophages de pierre. Était-ce une crypte réelle où un homme aurait vécu dans l'ombre des morts, nourri par une reine audacieuse? Ou bien la crypte royale n'était-elle qu'une métaphore, un symbole puissant pour désigner un secret si profond, si bien enfoui, qu'il était comparable à un trésor caché sous les dalles séculaires de Saint-Denis? L'atmosphère était lourde du poids de l'histoire, des siècles de royauté qui reposaient dans ses murs. Chaque pierre de la basilique semblait murmurer les noms des défunts, des prières anciennes, des secrets oubliés. Le frisson de l'interdit parcourait l'échine de ceux qui osaient envisager une telle profanation. La tension entre le devoir et le désir, entre le sacré et le profane, atteignait son paroxysme dans cette image. La révérence pour le sacré, si profondément ancrée dans l'âme médiévale, se mêlait à une curiosité morbide pour le profane, pour la transgression ultime. Les logistiques d'une telle cachette étaient bien sûr impossibles. Comment un homme aurait-il pu vivre des années dans les entrailles de Saint-Denis sans être découvert? Qui aurait pu lui apporter vivre et chaleur? Les gardiens, les moines, les pèlerins, tous auraient remarqué une présence étrangère. Mais la logique n'avait pas sa place dans la rumeur. C'était l'idée qui comptait, la puissance symbolique de l'acte. Une reine, défiant Dieu et les hommes, pour un amour caché au cœur même de la légitimité royale. C'était un conte noir, une ballade interdite, qui résonnait avec les angoisses d'une époque où l'ordre semblait vaciller. L'exploration architecturale et symbolique de ce lieu devenait alors une exploration des profondeurs de l'âme humaine, de ses désirs les plus sombres et de ses fantasmes les plus audacieux. La question suivante, inévitable, dans cette année 1390, était « Qui aurait pu être cet amant caché ?» Les esprits s'échauffaient à imaginer le profil d'un homme capable de captiver une reine, de la détourner de ses devoirs et de la pousser à un tel sacrilège. Les chroniqueurs, même les plus sérieux, n'avaient jamais mentionné de favori, de confident particulier pour Blanche, hormis son cercle restreint de dames et son confesseur. Sa vie était réputée pour sa piété et sa discrétion. Mais la rumeur se nourrissait précisément de ce vide, de cette absence. On évoquait des noms, des figures d'ombre. Un chevalier navarrais, loyal et beau, qui aurait suivi Blanche en France et se serait sacrifié pour elle. Un poète mélancolique, dont les vers auraient touché son cœur solitaire. Un jeune moine, dont la ferveur aurait masqué une passion terrestre. Ou peut-être un prince déchu, un exilé, dont la noblesse aurait rivalisé avec la sienne. La spéculation était sans limite, une toile d'araignée tissée de désirs inassouvis et de fantasmes projetés. Les dames de la cour, blasées par les amours convenus et les mariages d'intérêt, se délectaient de cette histoire d'amour fou, d'une passion si dévorante qu'elle défiait les lois des hommes et de Dieu.
Elle rêvait si seulement, à ses destins croisés dans l'ombre, à ses amants maudits. La curiosité pour les faiblesses humaines, pour les passions cachées, était un moteur puissant. On voulait croire que même la plus pieuse des reines, la plus vertueuse, pouvait succomber à l'appel de la chair, à l'irrépressible besoin d'aimer et d'être aimé. C'était une projection des fantasmes sur une figure royale, un désir de romance et de scandale qui venait briser la monotonie d'une existence contrainte. Les profils imaginés par la rumeur n'avaient aucune base historique, aucune preuve tangible. Ils étaient des archétypes, des figures tirées des romans de chevalerie et des laits courtois, adaptés à la sauce du scandale royal. L'amant devait être beau, courageux, mystérieux. Il devait être l'antithèse des prétendants que Blanche avait refusés, un homme qui ne cherchait ni son titre ni sa fortune, mais son cœur seul. Cette exploration des possibilités imaginées par la rumeur était en réalité une exploration des désirs refoulés d'une société médiévale corsetée par les conventions, avide de briser les chaînes de la bienséance, ne serait-ce que par la puissance de l'imagination. La figure de Blanche devenait un écran sur lequel chacun projetait ses propres rêves et ses propres frustrations, transformant une veuve pieuse en héroïne tragique d'une romance interdite. Mais au-delà de la fascination pour le scandale et le mystère, il y avait, en cette année 1390, une dimension plus sombre à cette légende, le « pourquoi » de sa naissance. Pourquoi une telle histoire, si profanatrice, si audacieuse, s'était-elle cristallisée autour de Blanche de Navarre? Les esprits les plus perspicaces de l'époque, les rares à ne pas se laisser emporter par le tourbillon de la rumeur, commençaient à analyser les raisons profondes qui avaient pu faire naître un tel récit. Était-ce une façon de punir symboliquement Blanche pour son refus de se remarier et son indépendance? Dans une société où le rôle d'une femme de haut rang était de produire des héritiers et de servir d'instrument d'alliance, le choix de Blanche de rester veuve était un acte de défiance inouï. Il remettait en question l'ordre établi, laissait une reine sans maître, une femme autonome dans un monde masculin. La rumeur de l'amant caché pouvait alors être interprétée comme une tentative de ramener cette femme, hors norme, dans les cadres de la moralité et de la faiblesse féminine. Elle n'était pas indépendante par choix, mais par la contrainte d'une passion secrète, d'un péché qui la liait. C'était une manière de la rabaisser, de la ramener de son piédestal de sainte à celui d'une femme coupable. C'était aussi une critique voilée de la piété féminine. La dévotion de Blanche, si exemplaire, pouvait être perçue comme excessive, comme un voile jeté sur des intentions moins pures. La rumeur suggérait que même la plus sainte des femmes pouvait cacher une vie secrète, que la vertu affichée n'était qu'une façade. Cette analyse sociologique et psychologique du Moyen-Âge révélait les angoisses d'une époque face à l'émancipation féminine, même partielle et involontaire. Une femme puissante et autonome était une anomalie, et l'imagination masculine, effrayée par cette liberté, cherchait à la domestiquer par le récit du scandale. L'atmosphère était celle d'un décryptage des non-dits et des préjugés. La peur de l'émancipation féminine, le besoin de contrôler les récits des femmes puissantes, le désir de trouver des explications aux comportements non conventionnels, tout cela se manifestait dans la genèse de cette légende. La folie de Charles VI, l'instabilité du royaume, la crise morale et politique, tout contribuait à un climat où la figure de Blanche, la reine imperturbable et silencieuse, devenait un écran sur lequel se projetaient toutes les angoisses et les frustrations. Elle était à la fois victime et coupable, sainte et pécheresse, symbole de vertu et d'interdit. La rumeur, dans ce contexte, n'était pas seulement un divertissement, mais un mécanisme social complexe, une forme de régulation des conduites et des perceptions. Face à la puissance dévorante de cette légende, le défi de la vérification historique, en cette année 1390 comme aujourd'hui, était immense. Les historiens de l'époque, les chroniqueurs tels que Jean Froissart ou Christine de Pisan, étaient des observateurs attentifs de leur temps, mais aussi des narrateurs, parfois enclins à embellir les faits ou à rapporter les rumeurs sans toujours les vérifier. Leurs écrits, si précieux soient-ils pour comprendre le contexte, ne contenaient aucune mention d'un amant caché, aucune preuve formelle, aucun indice concret qui aurait pu étayer une telle histoire. Blanche de Navarre était universellement louée pour sa piété, sa sagesse et sa fidélité à la mémoire de son époux. Le documentaire, s'il avait existé à l'époque, aurait mis en lumière ce travail des historiens pour distinguer les faits des mythes, pour séparer le grain de l'ivraie. Il aurait montré comment certaines histoires, même non fondées, pouvaient perdurer et influencer la perception d'une personnalité historique pendant des siècles. La frustration face à l'inconnu, face à l'absence de preuves irréfutables, était une constante pour quiconque cherchait la vérité. La séduction du mythe était si forte, si enivrante, qu'elle éclipsait souvent la rigueur scientifique. L'atmosphère était celle d'une déconstruction patiente, d'une recherche de vérité au milieu d'un océan de spéculation. Les moines de Saint-Denis, les intendants de Naufle, les registres paroissiaux, rien ne venait confirmer la moindre parcelle de cette légende. Et pourtant, elle vivait, elle respirait dans l'imagination collective. C'était la preuve de la puissance du récit, de la capacité humaine à créer des histoires qui donnent un sens, même fallacieux, au mystère de l'existence. L'acceptation des limites de la connaissance historique devenait alors un acte de sagesse. On ne pouvait pas toujours percer tous les secrets du passé, et certains resteraient à jamais enfouis dans les sables du temps. Mais cette impossibilité de prouver la légende ne la rendait pas moins significative. Au contraire, elle révélait davantage sur l'époque qu'il avait engendrée que sur Blanche de Navarre elle-même. La satisfaction de la recherche, même si elle ne menait pas à une révélation spectaculaire, résidait dans la compréhension des mécanismes de la rumeur, des peurs et des désirs d'une société. La légende de l'amant caché dans une crypte royale n'était pas l'histoire de Blanche, mais l'histoire de la France de 1390, une France en quête de sens, de scandale et de rédemption,
projetant ses propres tourments sur la figure silencieuse et majestueuse de sa reine douairière. Les années s'étirèrent, glissant comme le sable fin entre les doigts d'une vieillarde, emportant avec elle les derniers échos de la rumeur furieuse de 1390. Blanche de Navarre, drapée dans la dignité de son âge et la sérénité de ses choix, continua sa vie à Neauphle-Saint-Martin, indifférente aux tempêtes qui agitaient le monde extérieur. La folie de Charles VI s'était aggravée, déchirant le royaume et ouvrant la voie à des conflits fratricides, mais derrière les murs épais de son château normand, la reine douairière avait trouvé un havre de paix immuable. Le temps avait patiné les pierres de la demeure, comme il avait patiné son visage, y creusant des sillons de sagesse et de résignation. Ses journées étaient tissées d'habitudes pieuses, d'une régularité monacale. L'aube la trouvait souvent dans sa chapelle privée, où la lumière matinale filtrait à travers les vitraux, projetant des éclats colorés sur les dalles froides. L'odeur de l'encens, mêlée à celle de la cire des cierges, emplissait l'air, et les murmures de ses prières s'élevaient, doux et constants. Elle dédiait ses matinées à la lecture de manuscrits enluminés, des vies de saints, des traités de théologie, des psaumes. Ses doigts, parfois noués par le froid de l'hiver, traçaient les lettres sur le parchemin, et ses yeux, bien que parfois fatigués, s'attardaient sur les arabesques des enluminures, trouvant dans la beauté de l'art une évasion et une méditation. L'après-midi était consacré à la gestion de ses affaires. Ses intendants, des hommes d'âge mûr et de confiance, lui présentaient les registres, les comptes des récoltes, les requêtes des tenanciers. Blanche écoutait attentivement, son esprit vif malgré les années. Elle posait des questions précises, prenait des décisions justes et éclairées, veillant au bien-être de ses gens et à la prospérité de ses domaines. Elle avait appris, au fil des décennies, à gouverner ce petit royaume personnel avec une main ferme et un cœur généreux. Les murmures des oiseaux dans les jardins, le bruit des métiers à tisser dans les ateliers, le doux brouhaha de la vie du château formaient la bande-son de son existence. Elle maintenait une correspondance régulière avec diverses figures religieuses, abbés, abbesses et théologiens. Ces lettres, rédigées d'une main élégante, étaient des échanges profonds sur la foi, la spiritualité, la condition humaine. Elle y révélait une intelligence aiguisée, une érudition certaine et une profonde humilité. Parmi ses correspondantes figurait Marie de Bourbon, abbesse de Poissy, une femme de son temps, elle aussi issue de la haute noblesse, dont la piété et l'érudition faisaient écho aux siennes. Ces échanges épistolaires étaient de précieux liens avec un monde intellectuel qu'elle n'avait jamais complètement abandonné, même en se retirant des fastes de la cour. La vieillesse ne la rendait pas amère, mais contemplative. Elle acceptait avec grâce les infirmités du corps, les douleurs lancinantes dans les articulations, la marche ralentie. Son âme, elle, restait jeune, curieuse, sereine. Elle se remémorait les visages de son enfance à Pampelune, la grandeur éphémère de son mariage avec Philippe VI, la brutalité de son veuvage, le défi de son refus de se remarier. Elle ne regrettait rien, chaque choix avait été le sien, forgé dans la conviction et le désir d'une liberté spirituelle. Le souvenir de la rumeur de l'amant dans la crypte, si elle l'atteignait parfois, ne la troublait plus. C'était un bruit lointain, une folie humaine qui n'avait rien à voir avec sa propre vérité. Elle avait vécu sa vie selon ses principes, et c'était là l'essentiel. Sa paix intérieure était profonde, nourrie par une foi inébranlable et la satisfaction d'avoir mené une vie riche et complexe, à sa manière. Elle avait navigué les eaux tumultueuses de la cour, résisté aux pressions politiques et sculpté son propre destin. En 1398, alors que l'automne déployait ses couleurs flamboyantes sur les forêts normandes, la santé de Blanche commença à décliner. Le souffle se fit plus court, les forces l'abandonnèrent peu à peu. Elle savait que la fin était proche, et elle l'accueillit avec la même dignité et la même sérénité qu'elle avait montrée tout au long de sa vie. Elle dicta son testament, un document méticuleux qui révélait non seulement sa dévotion profonde, mais aussi son attachement à ses biens et à sa famille. Elle laissa des legs à ses serviteurs fidèles, des donations aux églises et aux monastères, et des présents à ses proches, notamment à sa sœur Jeanne de Navarre, reine d'Aragon, et à son neveu, le roi Charles III de Navarre. Chaque clause était une marque de sa générosité et de son sens des responsabilités. Elle s'assura que ses funérailles seraient simples, sans faste excessif, mais dignes de son rang. Elle avait vécu plus de 60 ans, une longévité remarquable pour l'époque, et elle s'apprêtait à rejoindre son créateur. Le 7 octobre 1398, au milieu de ses dames et de son confesseur, Blanche de Navarre rendit son dernier soupir. Un silence respectueux s'abattit sur le château de Neauphle-Saint-Martin, où l'écho de ses prières semblait encore flotter dans l'air. Son corps, lavé et préparé selon les rites, fut exposé dans la chapelle, drapé d'un linceul blanc, ses mains jointes sur un crucifix. La sérénité de la mort avait figé sur son visage les traits d'une vie de dignité et de paix. Les funérailles de Blanche de Navarre furent à l'image de sa vie, empreintes de piété et de solennité. Le convoi funèbre, bien que moins ostentatoire que celui d'un souverain régnant, était digne de la reine douairière qu'elle avait été. Les chevaux noirs traînaient le char funèbre, suivis par ses dames en deuil, ses intendants, et une foule de paysans et de villageois venus rendre un dernier hommage à celle qu'ils considéraient comme leur bienfaitrice. Le chemin de Neauphle à Saint-Denis fut jalonné de visages recueillis, d'hommages silencieux. Le glas des cloches accompagnait la lente progression, marquant le passage de cette femme d'exception. Son corps fut transporté jusqu'à la basilique Saint-Denis, la nécropole des rois de France, ce lieu même que la rumeur avait désigné, quelques années plus tôt, comme la cachette d'un amant interdit. L'ironie de la situation n'échappa sans doute pas à quelques esprits éclairés. Elle fut inhumée aux côtés de son époux, Philippe VI de Valois, dans le cœur de la basilique, là où reposaient les souverains.
Les torches éclairaient les voûtes sombres, et les chants des moines emplissaient l'espace sacré, un écho au siècle d'histoire et de prière. La terreau qui recouvrit son cercueil, rejoignant celui de son époux, scella son destin. Cette dernière demeure était lourde de symbolisme. En reposant éternellement au cœur de la royauté française, Blanche réaffirmait sa place légitime dans la lignée des reines de France, non pas comme une figure marginale, mais comme une partie intégrante de son histoire. Et dans le silence de la crypte, l'idée même d'un amant caché semblait s'évanouir, se heurter à la majesté du lieu, à l'ordre des siècles. Le cercle de sa vie se refermait, non pas sur un scandale, mais sur une conclusion empreinte de révérence et de paix. Pour ceux qui connaissaient la légende, ce lieu de sépulture était la plus éloquente des réfutations. Comment un amant aurait-il pu cohabiter avec les rois, sous le regard de Dieu, dans ce temple de la monarchie? La mort avait rendu à Blanche sa pleine dignité, purifiant son image de toutes les calomnies. L'introspection sur la vie et la mort, sur l'éternité du repos, prenait tout son sens dans ce lieu sacré. Au siècle suivant, la légende de l'amant caché dans une crypte royale ne disparut pas complètement. Telle une plante vivace, elle refaisait surface, se transformait, s'adaptait aux mentalités des différentes époques. Les chroniqueurs du XVe siècle, comme Enguerrand de Montrelais, ou plus tard, les historiens de la Renaissance, s'ils ne la rapportaient pas comme un fait avéré, en faisaient parfois mention comme une ancienne rumeur, un bruit populaire, signe de sa persistance dans la tradition orale. L'histoire de Blanche de Navarre, par son caractère singulier, continuait de fasciner. Au XVIIe siècle, à l'ère des salons et des précieuses, l'histoire de la reine qui avait refusé de se remarier pour un amour secret aurait pu être accent aigu interprété à travers le prisme de la galanterie, transformant l'amant en un héros romanesque, défiant les conventions pour une passion sublime. On aurait pu imaginer des poèmes, des pièces de théâtre, où Blanche serait devenue une figure tragique, déchirée entre son devoir et son cœur. Au XVIIIe siècle, avec l'émergence de la raison et le goût pour les anecdotes piquantes, la légende aurait pu être démystifiée par les philosophes, mais non sans une certaine délectation pour le scandale qu'elle représentait, témoin des mœurs obscures du Moyen-Âge. Au XIXe siècle, l'époque romantique par excellence, la figure de Blanche de Navarre, la reine solitaire et mystérieuse, aurait trouvé un écho puissant. Les écrivains, avides de destins hors du commun, auraient pu broder des romans entiers autour de cette légende, lui donnant des noms, des visages, des dialogues. L'amant, qu'il soit chevalier, moine ou prince, aurait incarné l'amour absolu, l'idéal romantique qui défie le temps et les institutions. La crypte royale serait devenue une métaphore de l'enfermement, de la clandestinité d'une passion trop grande pour le monde. L'image posthume de Blanche aurait été celle d'une femme à la fois sainte et damnée, une héroïne de l'amour fou. C'est ainsi que la légende, même non fondée, voyagea à travers les âges, se nourrissant du besoin humain de romancer le passé, de trouver des failles dans la perfection apparente, de projeter sur les figures historiques nos propres désirs et angoisses. L'influence des récits, même les plus fantaisistes, sur la perception des personnalités historiques était immense. Blanche, la pieuse et la sage, devint aussi, dans l'imaginaire populaire, la femme au secret inavouable, celle dont le cœur avait abrité une passion plus forte que toutes les couronnes. La fascination continue pour les mystères historiques prouve que l'humain est avant tout un conteur, un chercheur de sens, même là où les faits se taisent. Ce que la légende de Blanche de Navarre nous enseigne, bien au-delà de l'anecdote sulfureuse, est une leçon profonde sur la société médiévale, le rôle des femmes à la cour, et la nature intemporelle des rumeurs et de ce que nous appellerions aujourd'hui les fake news. Au Moyen-Âge, une femme de haut rang était avant tout un instrument politique. Son corps, son ventre, sa lignée étaient des biens précieux, des monnaies d'échange dans le grand jeu des alliances dynastiques. Le refus de Blanche de se remarier, son choix délibéré de l'indépendance, était un acte d'une subversion inouïe. Il remettait en question l'ordre patriarcal établi, créant une anomalie dans le paysage politique et social. L'analyse sociétale révèle que cette légende était une tentative, consciente ou inconsciente, de normaliser cette anomalie. Une femme puissante et indépendante, qui ne se conformait pas aux attentes de son sexe et de son rang, était perçue comme une menace. Sa piété, sa vertu, son intelligence, tout ce qui faisait d'elle une figure exceptionnelle, était réinterprété pour la ramener dans le giron des stéréotypes féminins de l'époque. Elle ne pouvait être autonome par choix, mais forcément par la contrainte d'une passion coupable. La rumeur de l'amant caché était une forme de punition symbolique, une tentative de la discréditer, de la ramener à une image de femme faible et pécheresse, incapable de maîtriser ses désirs. C'était une forme de déconstruction des stéréotypes masculins sur la vertu féminine. La rumeur suggérait que la pureté n'était qu'une façade, que derrière chaque femme pieuse se cachait un secret inavouable. Cela reflétait une anxiété masculine face à l'autonomie féminine, une peur de ce qui échappait à leur contrôle. La légende de Blanche nous pousse à une prise de conscience des mécanismes complexes de la réputation, de la manière dont les histoires peuvent être réécrites, déformées, pour servir des agendas cachés ou simplement pour exprimer les peurs collectives. L'atmosphère de cette réflexion critique est celle d'une plongée dans les dynamiques de pouvoir et les préjugés d'une époque. Elle nous invite à l'empathie pour les figures historiques souvent incomprises, à questionner la vérité officielle et à comprendre que les récits, même les plus fantaisistes, sont des miroirs de la société qui les engendre. Blanche de Navarre, en devenant le centre de cette légende, fut involontairement le symbole de la résistance féminine à un ordre établi, et de la réaction de ce même ordre face à cette résistance. Son histoire, revisitée, devient un puissant témoignage des luttes invisibles menées par les femmes à travers les âges.
Au-delà des légendes et des murmures qui ont traversé les siècles, Blanche de Navarre reste une figure marquante de l'histoire de France et de Navarre, dont l'héritage dépasse largement le cadre des spéculations. Elle fut une reine éphémère, dont le règne fut marqué par la brève grandeur et les tragédies de son temps. Mais elle fut surtout une veuve indépendante, une femme de caractère, qui, par un acte de volonté extraordinaire, a su déjouer les conventions de son époque. Son refus de se remarier, sa vie retirée et pieuse, sa gestion éclairée de ses domaines, tout cela témoigne d'une force intérieure et d'une détermination rare. Sa postérité est celle d'une femme qui a tracé son propre chemin, qui a choisi la liberté de l'esprit et de l'âme plutôt que le pouvoir et les alliances. Le mystère qui l'a entourée, loin de la discréditer, a paradoxalement contribué à forger sa légende, à la rendre immortelle dans l'imaginaire collectif. Elle est devenue un symbole de la résilience féminine, de la capacité à se définir au-delà des rôles assignés par la société. L'hommage final que l'histoire lui rend est une réhabilitation, une reconnaissance de sa singularité. L'atmosphère de cette conclusion est celle d'une célébration de l'individualité, d'une admiration pour la force de caractère. Blanche de Navarre n'est pas seulement la reine de la rumeur, mais la reine du choix, la femme qui a dit « non » pour dire « oui » à sa propre vérité. Son histoire nous inspire, nous pousse à questionner nos propres conventions, à chercher notre propre voie. Le sentiment d'avoir percé une part de son mystère ne réside pas dans la découverte d'un amant caché, mais dans la compréhension de la femme qui se tenait derrière la légende, une femme digne, pieuse, intelligente et farouchement libre. Son héritage est un rappel que l'histoire est souvent plus complexe, plus nuancée et plus humaine que les mythes que nous créons pour l'expliquer. Et c'est dans cette complexité que réside sa véritable grandeur.